Donc, j'ai prévu de vous faire une conférence sur le Covid. Euh, Vous pouvez avoir le sentiment que vous en avez soupé quand même du Covid et que on n'a pas forcément envie de ressortir ce dossier. Beaucoup d'entre nous ont été voir des tonnes de vidéos et bon, on est assez bien informé, on a le sentiment globalement. Et pourtant, j'ai eu envie de vous proposer une conférence sur ce thème pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai constaté que personne n'a fait une synthèse du Covid. J'ai eu beau chercher, personne n'a fait une synthèse sur cette question. Alors il y a des médecins qui ont fait une synthèse relative concernant leur domaine de la médecine, certains qui ont abordé des sujets, certains sujets économiques, certains sujets juridiques, des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu une vision globale qui a été proposée. Et donc, je voudrais proposer, moi, une espèce de synthèse. Alors, j'ai l'intention de faire une conférence assez courte. Hein, on va pas. Si on développait, il faudrait peut-être quand même 1 heure et demie ou 2 heures, mais je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments essentiels. Deuxièmement, je pense pouvoir vous apporter quelques éléments originaux quand même à travers mes recherches. Et puis les uns les autres, même si on a fait beaucoup de recherches, il y a toujours des éléments qui nous ont échappé. C'est l'intérêt d'une synthèse, je pense. C'est que voilà, parmi ce que je vais dire, j'espère que les uns les autres vont trouver des éléments intéressants, importants, qui peuvent compléter leur réflexion et leur compréhension de cette crise. Et au final, donc j'espère que ça peut apporter un argumentaire efficace dans le cadre eh bien, d'un dialogue qu'il faut poursuivre avec ceux qui ont soutenu les pouvoirs publics au cours de cette crise en croyant qu'il s'agissait simplement d'une crise sanitaire naturelle. Hein, et il faut poursuivre le dialogue avec eux. Je vais vous proposer 5-6 parties. Je vais commencer par une chronologie des éléments. Et puis, je vous donnerai quelques éléments scientifiques. J'aborderai la question des droits de l'homme et des libertés. J'évoquerai un petit peu aussi l'attitude des organisations syndicales, des associations, des partis, qui a été absolument lamentable pendant cette période. Et puis ensuite, un élément qui à mon avis est très important dans ma conf, c'est la notion de bénéfice-risque, de coût de tout ça. Parce que je pense que s'il y a bien un argument qui peut être percutant, même vis-à-vis de ceux qui sont persuadés qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre cette maladie et même des choses très importantes, à la fin, il faut quand même regarder qu'est-ce que ça a coûté à la société par rapport à ce que ça a rapporté, quoi. Et là, c'est sans appel. Et puis, si j'ai le temps, je vous parlerai peut-être un petit peu de l'antivirus, mais bon, j'ai l'impression que c'est un élément qui est arrivé dans l'actualité et qui est déjà en train de s'évacuer, hein, parce que le pouvoir lance comme ça des tentatives, il regarde comment ça réagit, et puis en fonction, il laisse tomber ou il prolonge. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de suite immédiate à cette affaire. Alors, je commence donc par des éléments chronologiques. C'est pas la première pandémie qui se produit au niveau international. On verra d'ailleurs que le mot pandémie, j'en reviendrai, lui-même, il mérite une discussion. On peut, si on s'en tient au XXe siècle, bien sûr, ce qui sert de référence un peu, et ce qui a servi de référence, je pense, psychologique à beaucoup de gens, c'est ce qu'on sait de la grippe espagnole de 1918-1920, quoi, hein, c'est un peu ça qui a servi de base. Et notre Covid, il a été un peu assimilé à quelque chose d'un peu équivalent, hein,
à cette grippe espagnole. On verra que voilà, ça tient absolument pas, même du point de vue du narratif officiel. Après, vous savez peut-être qu'il y a eu une série de poussées de grippe en 1957, en 1968. Il y a eu comme ça des périodes où il y a eu des mortalités particulièrement élevées, la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique aussi en 1957, donc 68, celle de Hong Kong. En 81, il y a une épidémie qui est d'un autre type, mais dont on a beaucoup parlé, et c'est à mon avis pas tout à fait sans rapport, c'est l'histoire du VIH, du sida. Parce que rapidement, sur le sida, il y a eu aussi beaucoup de questions qui se sont posées derrière. Et c'est toujours les mêmes questions d'ailleurs qui reviennent un peu. D'abord, est-ce que le virus existe ? Moi, je pense que le virus du sida, comme le virus du Covid, existe. Mais la question se pose, et pour de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons d'en douter à chaque fois. N'oublions pas les histoires de grippe aviaire aussi, ces choses-là. Grippe aviaire en 1997, H5N1, voilà, c'est des notations, vous avez H1N1, H5N1, H4N1, enfin, c'est un groupe de virus qui portent des noms en fonction de protéines qui sont portées à la surface de la coque du virus. Un basculement, c'est 2009 quand même, parce qu'avec la grippe H1N1 justement, de 2009, je pense que c'est la première tentative de Covid en réalité. Et ils ont voulu une première fois tester ce qu'ils pouvaient mettre en place ou pas. Et c'est d'ailleurs là qu'ils ont modifié la notion de pandémie, pour nous faire peur, toujours, c'est toujours pareil. Et puis aussi parce que ça a des implications juridiques. Si on est dans un cadre ou dans un autre, eh bien, on peut se permettre certaines choses ou pas. Bon, enfin, il y en a tellement des cas comme ça qui ressemblent plus ou moins au Covid, mais aussi à d'autres qui sont des épidémies d'un autre genre, comme par exemple Ebola. Et là aussi, Ebola, c'est toujours pareil. Il y a toujours en Afrique une crise d'Ebola quand il y a un pays africain qui a un gouvernement qui a des velléités d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs impérialistes occidentaux. Ça tombe toujours mal. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut se demander. Bon, voilà pour le contexte historique de ces pandémies avant l'arrivée des premiers cas de Covid fin 2019. Mais je voulais aussi donner d'autres éléments chronologiques qui sont pas directement reliés à la maladie elle-même et qui vont avoir un rapport tout de même avec tout ça. Par exemple, le laboratoire P4 de Wuhan, qui est situé juste à côté de l'endroit où le Covid a commencé en Chine, a été inauguré en 2018 par quand même Cazeneuve, qui était Premier ministre, Salomon, qui était le mari de Buzyn, qui était d'ailleurs déjà ministre de la Santé. Comment ? Voilà, donc c'était le mari de Buzyn qui était déjà ministre. Non, elle est devenue ministre de la Santé juste après, puisque c'était. Ouais. Bon. Et le président de l'INSERM également, qui était présent, et d'autres, un Mérieux, tout simplement, qui était aussi présent à ce moment-là. Donc voilà, il y a des éléments avant ça qui ont une certaine importance. Moi, je pense aussi à la révolte des Gilets jaunes, qui était encore en cours au moment où l'épidémie arrive, et très opportunément, l'épidémie de Covid permet d'arrêter tout ça. Alors, je ne pense pas que l'épidémie a été balancée pour arrêter le mouvement des Gilets jaunes, parce que ça a une incidence mondiale. Mais enfin, il y avait quand même des mouvements dans beaucoup de pays différents à ce moment-là, et ça joue ce rôle-là aussi, d'avoir une épidémie comme ça qui nous font basculer d'un coup dans une espèce de dictature. Je voudrais indiquer aussi le décès d'un grand scientifique qui avait eu le prix Nobel de médecine pour la découverte de la PCR. Et la PCR, on va en entendre parler juste après, puisque les tests Covid sont des tests PCR, et ce pauvre monsieur qui avait déjà contesté l'existence du sida
Il meurt le 7 août 2019, juste avant. Alors, là aussi, est-ce qu'il a été buté ou je sais pas quoi, faut pas qu'on aille forcément trop loin dans nos paranoïas, mais enfin, parmi tous ces trucs-là, on est obligé de se poser des questions parce que il est bien évident que dans le cadre de cette épidémie, il aurait fait partie de ceux qui auraient critiqué l'utilisation qui aurait été faite de sa découverte, quoi, hein. Donc, il y a ça aussi. Et puis alors, ce qui pour moi a été une bombe atomique quand j'ai découvert, et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui vont peut-être découvrir ce que je vais dire là, c'est quand j'ai appris qu'il y a un document de l'Union européenne de 2019 qui propose la mise en place d'un pass vaccinal dans les années à venir, quoi. Alors ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Parce que, bien évidemment, pour tout le monde, que le pass vaccinal, il a été mis en place à cause du Covid, et puis il est prévu avant. Alors si je connecte ces deux éléments-là et que le pass vaccinal était prévu et à cause du Covid, j'ai envie de dire le Covid était prévu, quoi. C'est un peu presque automatique. Je préfère terminer la... C'est juste une information. Ouais. Les brevets de la création du Covid Oui. étaient édités avant le brevet du pass vaccinal. Oui, alors il y a les histoires de brevets aussi avec le professeur Fourniran là, qui a été martyrisé quand même, accusé d'être à moitié fou, etc. Je me suis un peu penché sur la question, mais ça me demanderait vraiment beaucoup de temps là, de vérifier si juste ou pas avec propos de ces brevets. Mais enfin, il y a tous ces éléments-là qui courent aussi. Hein, J'ai regardé. Hein? J'ai regardé. Oui, mais regardez, si tu veux, scientifiquement, qu'est-ce qu'il y a dans ces brevets? Est-ce qui ressemble effectivement là, ça demanderait quand même un gros travail scientifique. Je le ferai peut-être un jour, mais j'ai pas fait. Hein? Dans le brevet, il s'explique comment il procède pour le créer. Oui, mais Fourniran, il fait le lien entre ce brevet et le Covid. Moi, à ce stade, j'ai pas de certitude que ce brevet parle bien du Covid. Tu comprends? Il peut parler de quelque chose de complètement différent. Bon, mais voilà. Ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on sache les uns les autres. Et parmi nous, il y en a qui font une recherche plus poussée sur un point, et c'était ce qu'avait fait Fourniran d'ailleurs. Ça mériterait d'être vérifié, si tu veux, ce que dit Fourniran. Surtout que c'est un personnage un peu space quand même. Donc voilà, je voudrais pas aller dans le sens de la manière dont il a été persécuté, mais bon, on peut pas apprendre pour argent comptant les éléments comme ça, si vous voulez. Hein. Il faut quand même rester prudent dans nos affirmations. Bon, et puis, je voudrais aussi citer un contexte général. C'est-à-dire que ce Covid, il arrive à un moment où, depuis longtemps, on nous dit que l'homme est mauvais, que les guerres, c'est bien parce que ça régule les populations, que nous sommes trop nombreux sur la planète, etc. Il y a une préparation psychologique quand même à l'idée que une bonne épidémie, ça ferait du bien à la planète pour l'assainir et qu'une manière de nous faire accepter tout ça. Hein. Citons les fameux propos de Bill Gates qui expliquait que les vaccins pourraient contribuer à baisser la population mondiale. Alors j'ai vu 1000 manières de réfuter cet élément complotiste qui ressort, mais je suis désolé, même si il y avait un contexte dans lequel il l'a dit ou quoi que ce soit, les vaccins, si c'est des vaccins normaux, ils n'ont pas la capacité à faire baisser la population mondiale. Il n'y a que si c'est des vaccins bizarres qu'ils peuvent contribuer à faire baisser la population mondiale. Donc, quelque part, ils nous ont dit un certain nombre de choses avant qui laissent penser que cette maladie, cette pandémie n'est pas forcément naturelle. Et puis arrive l'année 2020, donc l'épidémie, et il y a tout un tas d'éléments contradictoires. Hein. Bien sûr, alors je sais pas, finalement j'avais préparé tout un truc avec les confinements, les dates des différents comment on dit aussi, le couvre-feu, tous ces machins-là. Bon. C'est bien d'avoir les dates, mais c'est peut-être ennuyeux que je vous en fasse la liste. Mais
il y a certains éléments particuliers qui méritent quand même d'être cités. Véran, le 9 mars 2020. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Attendez, il parle le 9 mars 2020. Sur la fin, l'épidémie, hélas, il a l'air assez résistant à la chaleur. Bon, enfin, voilà. Il dit, mais bon, voilà, il nous dit ça. Il nous dit que le confinement, ça provoque la circulation du virus. Et juste après, on va nous confiner. C'est presque de la provocation, quoi, de parler de cette façon-là. Il y a d'autres éléments aussi qui se produisent par hasard, juste à ce moment-là. Le 23 mars 2020, il y a un décret qui, en quelque sorte, interdit l'hydroxychloroquine. Hein, on nous a dit l'hydroxychloroquine, je sais pas quoi, mais parce que c'est beaucoup le professeur Raoult, hein, vous savez, qui a défendu que l'hydroxychloroquine était un des éléments qui allait contribuer à lutter contre l'épidémie. On nous dit que c'est complètement débile, mais comme par hasard, le 23 mars, et comme par hasard, fin mars, début avril, et c'est complètement attesté, hein, tout ce que je dis là est complètement attesté, je l'ai vérifié, j'ai pris que, je fais comme Jacques Beau quand il parle de l'Ukraine, il prend que des éléments qu'il a puisés chez les Ukrainiens et chez les Occidentaux, comme ça on ne peut pas le contredire. Moi, tout ce que je dis là est vérifié par les thèses officielles, hein, c'est rien de complotiste hein, dans ce que je vous raconte aujourd'hui. Les interprétations qu'on peut en faire, mais les faits, eux, ils sont établis. Donc l'armée fait des stocks d'hydroxychloroquine au mois d'avril. Comme par hasard, le 23 mars, il y a un décret qui interdit l'hydroxychloroquine pour le commun des mortels, alors que c'est un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, en quelque sorte, donc on utilisait facilement n'importe quand. Et l'armée fait des stocks. Mais on nous dit que ça sert à rien, l'hydroxychloroquine. En parallèle, hein, chacun quand même doit se dire... Le 28 mars, il y a un autre décret, celui sur le Rivotril. Tous les médecins savent que le Rivotril, c'est ce qui est utilisé dans les soins palliatifs. D'ailleurs, c'est pas des soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, c'est des manières d'accompagner. C'est des soins qui aident à mourir, mais pas qui... Voilà. Donc, ce décret sur le Rivotril, c'était pour tuer les vieux, en quelque sorte. Hein. On peut pas le dire autrement. Hein. Et tout ça, c'est le mois de mars. Hein. Donc, au mois de mars, ils ont vraiment concentré tous les éléments principaux, quoi. Bon, alors voilà, le masque c'est inutile à un moment donné, après c'est obligatoire, et puis ils ont joué sur des éléments psychologiques aussi, hein, on sait bien comment ils fonctionnent, en nous donnant le sentiment qu'il y avait une pénurie de masques, ils nous ont donné envie d'en avoir, hein, et on est nombreux à s'être fait avoir, moi-même, à un moment donné, comme je savais pas trop si cette maladie c'était pas un peu la peste quand même, je me disais il faut être prudent, voilà. Hein, et donc autre manière aussi de nous manipuler, c'est la théorie du choc. Quand ils ont je sais pas si vous vous souvenez, mais ils nous ont montré des images à Bergame où on voyait des gens qui s'écroulaient dans la rue, où il y avait des dizaines de camions militaires qui arrivaient, enfin, on a vraiment eu l'impression que c'était la peste, quoi, hein, qui débarquait, hein. C'était vraiment un truc de fou. Et en réalité, avec un tout petit peu de recul, on peut pas se dire autrement que c'était une jolie mise en scène, quoi. C'était rien d'autre qu'une mise en scène. Comme quand ils ont fait exprès de fermer des cliniques, de manière à ce que les rares qui étaient ouvertes soient submergées par les malades. Oui, en temps d'épidémie, effectivement, il peut y avoir beaucoup de malades en même temps. Alors si on s'arrange pour qu'il y ait 50% des établissements de soins qui sont fermés, bah, les autres, ils sont un peu saturés, hein, tous ces techniques de manipulation. Un événement aussi qui est, de mon point de vue, très important, alors ça, si vous ne connaissez pas, je vous indique vraiment à aller voir. C'est un scientifique allemand qui s'appelle, un chimiste, Andreas Noack, Noack.
et qui se présentait de manière peut-être prétentieuse, mais peut-être tout simplement juste aussi, comme le plus grand spécialiste du graphène. Et qui faisait des vidéos pour expliquer comment les oxydes de graphène, donc du carbone associé à des éléments OH, quoi, hein, voilà, peuvent constituer des espèces de plaques coupantes. Et il a indiqué qu'il en trouvait dans les vaccins et que ces éléments agissent comme des micro-nano-lames de rasoir qui coupent les vaisseaux sanguins, et ça expliquerait les questions d'hémorragie qui sont apparues à ce moment-là. Alors, on peut voir ça comme un élément un peu délirant d'un gars qui s'est pris pour je sais pas qui et a imaginé un certain nombre de choses. Sauf qu'on a un certain nombre d'éléments factuels qui sont absolument terrifiants. D'abord, c'est bien un chimiste qui est spécialiste de ce qu'il dit, hein, c'est pas. Et puis, on voit des images qui existent encore sur le net où on voit le GIGN allemand qui débarque chez lui, qui le plaque au sol et qui l'arrête de manière ultra violente. Donc déjà, on se dit, bon, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est des méthodes qui sont assez terrifiantes. Mais surtout, quelques jours après, il est mort. Quelques jours après, il est assassiné. Alors s'il dit que des conneries, on se demande bien pourquoi. Et puis il y a des vidéos de sa femme, donc tout ça est parfaitement attesté. Encore une fois, là, il n'y a pas de contestation. Hein. Donc il me semble, là, j'en reviens un peu à cette idée de donner un peu un argumentaire fort vis-à-vis des gens qui ont qui croient au narratif officiel. Quand on leur dit un truc comme ça, qui est parfaitement attesté, on est quand même amené à se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il disait pas un peu la vérité, ce mec, quand même, sur ses graphènes qui découpent tout? On l'arrête de manière ultra violente et on le bute quelques jours après. Et sa femme enceinte qui est restée au sol, c'est vraiment tragique, c'est vraiment un héros, quoi, cet homme. Hein. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait, paix à son âme. Voilà pour les éléments chronologiques essentiels. Après ça, je voudrais vous parler du scénario qui était prévu. Voilà, parce que finalement, il y a ce qui s'est passé, mais c'est intéressant de réfléchir à se dire qu'est-ce qu'il voulait faire le pouvoir avec tout ça. Quels étaient les outils dont le pouvoir disposait? D'abord, un virus qui, et je crois en ça, Henri Code et quelques autres, avait acquis un certain nombre de gains de fonction qui permettaient au virus de pénétrer de manière plus facile à l'intérieur de l'organisme et peut-être encore d'autres choses, parce que ça mériterait de l'étudier, de continuer de l'étudier, ce virus. Donc, mon point de vue, c'est que ce virus aurait dû être beaucoup plus virulent, beaucoup plus grave que ce qu'il a été finalement. Et le fait d'avoir un virus amélioré, ça permet de justifier la nécessité de se vacciner derrière. Parce que l'essentiel du plan, il semble que c'était l'injection qu'on nous met derrière. Alors, quand on voit comment les choses se sont passées réellement par rapport à ce qui aurait pu se faire, en réalité, on ne prévoit pas tout. Et il semble que l'immunité humaine naturelle ait finalement bien mieux résisté à ce virus que ce qu'on aurait pu croire quand on voit la manière dont il avait été constitué. Et c'est à mon avis pour ça qu'ils ont dû, ils se sont dit c'est pas grave, on va inventer la gravité de ce virus, puisque finalement il n'est pas aussi grave que ce qu'on aurait voulu. Et donc ils ont gonflé les chiffres, ils ont inventé les mises en scène à la Bergame, etc., pour que la population réagisse de la même manière que si ça avait été grave, de manière à ce qu'elle accepte les injections vaccinales derrière. Voilà ce que je pense. Après, il y a beaucoup de choses qui ont navigué autour de la 5G. Alors là aussi, je ne sais pas quoi en penser, mais chronologiquement, c'est exactement au moment du VIH que les antennes 5G ont été massivement en cachette, installées partout.
On en revient à un autre rôle éventuel du graphène. Hein. Après tout, il y a des choses qui peuvent servir de plusieurs manières différentes. Est-ce que ça sert pas d'antenne à l'intérieur de notre corps, etc. Difficile de savoir. Dans les technologies cachées qui ont pu être développées dans des laboratoires secrets, hein. Vous avez vu qu'en parlant de chronologie, on peut venir jusqu'à aujourd'hui. La ministre de Trump là qui démissionne là, à peu près maintenant, juste avant de démissionner, elle a expliqué que tout ce en gros, pour simplifier, tout ce qu'avaient dit les Russes sur les laboratoires secrets en Ukraine, elle a confirmé quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces laboratoires? Voilà, hein, je pense que là aussi on va peut-être avoir des révélations qui viennent petit à petit, et il y a des choses qu'on ne connaît pas dans les technologies que les puissants utilisent. Je vais vous citer un autre exemple. On montre aux élèves au lycée l'histoire de Dolly, la première brebis qui a été clonée. Donc on a été capable de cloner une brebis en prenant un noyau d'une cellule qu'on a mis dans un ovule qu'on avait énucléé, on avait sorti le noyau de l'ovule, on avait mis un autre. Et on a créé artificiellement une cellule œuf avec un matériel génétique exactement semblable à un autre individu. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de clone. Donc ça date de 96. Mais qui peut croire qu'il n'y a pas eu depuis des humains qui ont été clonés en cachette dans des laboratoires militaires secrets? Il y a presque forcément eu des puissances pas sympathiques qui ont dû faire ce genre d'expérience sur l'homme, quoi. Même si on ne l'a pas su, à mon avis, c'est presque certain. Alors voilà, il y a ces éléments qui sont à disposition. La chloroquine pour l'armée, si jamais la population se révolte, au moins nos militaires, eux, ils seront mieux protégés pour pouvoir réprimer correctement la population. Et finalement, vous voyez bien que c'est pas le scénario qu'on a eu. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments. La force de ce pouvoir mondialiste, c'est sa souplesse aussi en fonction de la situation. Il y a eu une très forte résistance en réalité. Les personnes qui ont résisté ont eu le sentiment d'être très minoritaires, mais en réalité, dans un contexte comme celui-là, je pense que le pouvoir espérait quelque chose d'écrasant qui fasse que, par exemple, il n'y a aucune manifestation. Or, à Annecy, nous, on sait que des manifs, on en a fait. Il y avait 1000 personnes à chaque fois. Mais c'est énorme, des manifs aussi impressionnantes, aussi importantes, dans un contexte de matraquage médiatique pour faire passer toute personne qui résiste pour un ennemi, pour que les gens nous crachent à la gueule, etc. En réalité, c'est pas ça qui s'est passé. En réalité, il y a quelques personnes qui étaient énervées contre nous, mais la plupart du temps, les gens, ils étaient assez neutres, ils nous regardaient avec intérêt ou avec circonspection, et au final, comparons tout simplement, bêtement, s'il y avait eu des manifs pro-Covid, il y aurait eu personne pour y aller, quoi. Voilà, s'il y avait des manifs pro-vax. Voilà le vrai rapport de force. Hein. Le vrai rapport de force, c'est le rapport des militants, un petit peu. Hein. Voilà. Donc en réalité, la résistance était gigantesque par rapport à ce qu'ils voulaient. Ils auraient voulu une chape de plomb où personne n'ose bouger. Et on n'était pas dans ce cadre-là. Ni psychologiquement, ils n'ont pas non plus voulu déployer, ni militairement, policièrement, des éléments... même si, voilà, il y a eu des atteintes aux droits de l'homme très très graves et des choses auxquelles je vais revenir, mais... il faut qu'on ait conscience qu'on n'était pas, c'était pas le Chili en 73, quoi. Hein, voilà, on n'était pas dans une situation où on arrête tout le monde, etc. Donc ils ont fait marche arrière. À mon avis, par exemple, ils n'ont pas balancé. C'est une idée qui court beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que c'est Chaillot qui a fait des statistiques là-dessus. Enfin, il y a quelqu'un qui a fait des statistiques et qui démontre que tout le monde n'avait pas les mêmes doses, puisque les résultats statistiques sont pas identiques selon les doses fournies. Donc une des manières qu'ils ont eu d'atténuer l'affaire, c'est de pas balancer des éléments toxiques à tout le monde. Et ils ont atténué, ça leur a servi de test pour le futur, hein. Ils vont peut-être nous balancer quelque chose sous une autre forme, et Ploune avait raison de dire qu'on sera forcément surpris de ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois. Mais en tout cas, ils ont reculé par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire au départ, et je crois que
la résistance a été un élément très important de ce choix du pouvoir, parce que ils font comme nous, ils avancent, ils reculent en fonction de la force de l'ennemi. Hein, il faut savoir être stratégique. Donc, ils ont été capables de voir que la population est assommée et se laisse quand même faire sans trop réagir. C'est une victoire de leur part, mais c'est une victoire partielle. La preuve, c'est que aujourd'hui, les mesures Covid dont on redoutait tous qu'elles soient définitives, n'ont pas été définitives. Ils les ont finalement retirées. Alors ensuite, j'avais dit que j'allais vous donner quelques éléments scientifiques. Je commence par la pandémie de Covid. Alors, le terme de pandémie, c'est en 2009 que la notion de pandémie a été modifiée au niveau international. Alors ils font ça bien parce que il n'y avait pas de définition officielle d'une pandémie, donc quelque part ils peuvent défendre que non, c'est pas vrai, on n'a pas changé la définition. Mais quand on emploie un terme toujours de la même façon et que soudain on se met à l'employer d'une manière complètement différente, objectivement on a changé la définition, même si ça se traduit pas par une définition formelle. Parce que un des éléments de la définition d'une pandémie dans l'ancienne définition, c'était de considérer un degré de gravité élevé de la maladie, un degré de mortalité très fort, ce que ne permettait pas une maladie comme le virus, comme le Covid, qui finalement, si on regarde les chiffres, même les chiffres officiels, encore une fois, hein, je vais m'appuyer sur eux, nous montrent une sale grippe, quoi, quelque chose qui est environ 6 fois plus violent qu'une grippe, pour prendre pour prendre les chiffres officiels. On peut être un certain nombre à penser qu'ils ont gonflé les chiffres ou je sais pas quoi, mais même leurs chiffres officiels ne permettent pas de faire de ce virus quelque chose de particulièrement violent. Je sais pas combien de temps j'en suis. Bon, je vais essayer d'abréger quand même. Je voulais quand même donner aussi d'autres termes qui sont employés constamment. Alors, ça donne à la fois des éléments concrets et des éléments de connaissance quand même sur les termes scientifiques qui sont employés. L'âge médian, par exemple, de la mortalité, il était de 84 ans. Alors, l'âge médian, c'est celui où il y a 50% qui ont moins, 50% qui ont 84 ans ou plus. Il y a un deuxième comme ça, élément qu'on peut prendre en compte, c'est l'âge moyen. Et l'âge moyen, lui, il est de 81 ans. Ça montre que cette maladie, elle a été réellement un problème pour les personnes âgées, mais absolument pas pour tout le reste de la population. Voilà ce que ça dit leurs chiffres. Deux autres chiffres aussi qui sont la mortalité et la létalité. Vous les avez peut-être vu passer. C'est bien de savoir ce qu'ils veulent dire parce que ça permet quand même dans les discussions et quand on les reçoit de savoir ce qu'il en est. Et puis comme on va de toute façon se payer un truc encore un de ces jours, si on maîtrise le vocabulaire, on comprend mieux ce qui se passe. La mortalité, c'est le nombre de morts par rapport à l'ensemble de la population, et la létalité, c'est par rapport à l'ensemble de tous ceux qui sont tombés malades. Et là aussi, c'est compliqué, parce que comment évaluer les malades? Est-ce que c'est les malades attestés, ou les malades supposés, ou etc. Et le taux de létalité, il est très dur à établir. Alors, je vous donne quand même les chiffres qui sont donnés officiellement, encore une fois. Le taux de mortalité, il est de 1 pour 1000, 0,09%. Donc, voilà, une maladie que personne ne peut comparer à la grippe espagnole. Hein. Je vous donnerai un petit peu la comparaison avec la grippe espagnole après. Rien à voir, quoi. C'est rien à voir. Hein. On est dans un facteur environ 30-40 fois moins grave que la grippe espagnole. Malgré un nombre de morts qui est estimé à 7 millions. Mais il faut rapporter le nombre de morts à la population en présence. Or, nous sommes d'aujourd'hui 8 milliards d'individus, et en 1918-20, on était 1,8 milliard. Donc, beaucoup plus de morts sur une population 4 fois, 5 fois moins importante, 4 fois et demi moins importante. Ça fait une proportion qui est en fait beaucoup plus élevée. Et pourtant, vous savez qu'au moment de la grippe espagnole, on n'a pas pris le millième des mesures qu'on a prises. Ça montre la disproportion fantastique des
inimaginables et délirantes des mesures qu'on a prises à ce moment-là. Le taux de létalité, il est considéré à 0,7%. Donc, c'est-à-dire moins d'une personne sur 100 qui était malade, qui a décédé, mais avec un taux qui est beaucoup plus élevé, bien sûr, chez les personnes âgées, comme je le disais. Alors, par contre, si on va chercher les moins de 20 ans, ce taux, il est de 0,0001%, c'est-à-dire 1 pour 100 000, quoi. C'est-à-dire, ça fait même pas un mort en moyenne pour l'agglomération d'Annecy, quoi, en gros. Hein. Voilà, c'est de cet ordre-là. Hein. Donc, vous vous rendez compte qu'on a emmerdé nos jeunes avec les masques, les machins, les trucs, pendant, on leur a volé quand même une partie de leur jeunesse, de cette possibilité de sortir, etc., au nom d'une maladie qui, sur eux, en tout cas, n'avait aucune incidence, zéro. Quoi. Vraiment un truc moins que la grippe, parce que la grippe, à la limite, est beaucoup plus mortelle pour des enfants que le Covid officiel. Alors, je continue sur ces éléments. D'abord, certains estiment que le virus n'existe pas. La question est posée. Il est vrai, par exemple, que la grippe a disparu à ce moment-là. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'ils nous disent pas que le Covid, finalement, c'est juste la grippe, hein, on peut dire ça. Ou d'autres choses, voilà. Les questions restent posées. Moi, je pense qu'il y a eu effectivement un virus qui est apparu à ce moment-là et que même ils l'ont fabriqué, etc. Mais c'est vrai que il faut mériter de se poser toutes les questions. Vous savez qu'à ce moment-là aussi, on nous a dit qu'il fallait faire confiance aux autorités scientifiques. Et après tout, ça peut être raisonnable de faire confiance aux autorités scientifiques. On avait les deux plus grands spécialistes de la question dans le pays, qui sont tous les deux reconnus mondialement, qui étaient Perron et Raoult. Et tout ce qu'on a fait, c'est d'expliquer à longueur d'antenne que ces deux personnes ne disaient que des conneries, quoi. Alors là aussi, il y a encore une fois, j'en reviens à cette idée d'un éventuel débat avec des personnes qui suivent le narratif officiel. Ok, faisons confiance aux autorités. Henri Aucote, qui a eu les meilleures récompenses qu'on puisse avoir dans le domaine des ARN, Raoult, Perron, Montagnier qui a juste eu le prix Nobel pour un autre virus à ARN. Bon, voilà les grandes autorités qu'on aurait pu suivre. Et comme par hasard, toutes ces autorités-là n'étaient pas du tout dans le narratif officiel, et c'est des seconds couteaux de la science ambitieux qui se permettent de cracher sur nos plus grands scientifiques. Qui ont servi de discours officiel. C'est quand même paradoxal quand on y pense quand même. Il faut rappeler cet élément-là. Ensuite, je peux vous parler un tout petit peu des tests PCR. Voilà, les tests PCR, ça a quand même été des tests qu'on a fait en envoyant tout au fond des narines, c'est-à-dire à proximité de cellules nerveuses de l'odorat humain, avec parfois en plus certaines infirmières ou personnel dans les pharmacies qui, dans cette ambiance de haine des antivax, ont fait preuve d'une espèce de cruauté. Parfois, j'ai tellement de témoignages de ça, de faire exprès, de faire mal à ces salopards qui parce qu'ils refusent de se vacciner, risquent de faire disparaître la population mondiale. Bon, voilà, il y a pas mal de gens aussi qui, à mon avis, ont eu leur... peut-être des problèmes de santé assez graves. D'ailleurs, l'histoire de la perte du goût et de l'odorat liée au Covid, ça pourrait résulter de ça. Hein. Je ne sais pas quelle est la corrélation entre les gens qui se sont pris un PCR dans la tronche et la perte du goût et de l'odorat, mais ça mériterait quand même de voir quel est le taux de corrélation entre ces choses également. Et puis j'en viens au vaccin à ARN. Alors d'abord, Henri Aucote, elle a appelé un de ses bouquins « Les apprentis sorciers », parce que, commençons par prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un vaccin à ARN. Retour sur le vocabulaire.
S'agit-il d'un vaccin? Il est absolument impossible d'appeler ces injections des vaccins. Toutes les définitions antérieures, c'est comme pour l'histoire de la pandémie, là, c'était pas une pandémie, on peut dire une épidémie, tout ce qu'on veut, mais c'était pas une pandémie si on n'en avait pas les caractères, l'ensemble des caractères. Aucune définition qui précédait l'épidémie n'aurait permis d'appeler ces injections un vaccin. Alors, comme on change y compris les définitions en temps réel, oui, maintenant, si vous allez voir sur Wikipédia ou sur je sais pas quoi, vous allez voir que dans les vaccins est intégrée une présentation qui permet de faire rentrer les injections Covid dans la définition des vaccins. Mais c'est une définition après coup. C'est pas comme ça qu'on procède en science. Hein. Là aussi, quand on nous parle de rigueur scientifique, je suis désolé. Il y avait une définition des vaccins. C'est des choses qui effectivement peuvent s'y apparenter parce que les ARN vont servir à commander la fabrication d'une protéine qui, elle, va faire réagir l'organisme de manière classique. Mais il y a quand même l'ARN en plus et c'est pas dans la définition d'un vaccin, qu'on le veuille ou non. Le détail de l'ARN. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit à propos de cet ARN? D'abord, que c'est une technique qui est éprouvée quand même, parce qu'elle a déjà été testée. C'est parfaitement faux. Il n'y a jamais eu de thérapie génique, parce que c'est une thérapie génique, hein, ce qu'on appelle une thérapie qui fait intervenir des informations génétiques. C'est un peu ma spécialité au passage. Moi, je suis biologiste, donc voilà, quand je parle de ça, je sais précisément de quoi je parle. Il n'y a jamais eu de thérapie génique faite avec des vaccins à ARN avant celle-là. Vous imaginez? C'est une nouvelle thérapie et on la balance à des milliards d'exemplaires. Mais le principe de précaution, mais il est dépassé 10 000 fois, quoi. C'est là aussi qu'on voit l'efficacité des techniques de gouvernement. Parce que ça choquerait n'importe qui, ça. Mais du fait qu'on l'a fait, les gens se disent, si on le fait, c'est qu'on peut le faire, quoi, en quelque sorte. On n'en revient pas à la nature des choses elles-mêmes. Ben non, mais ce qu'on est en train de faire, c'est un truc de fou. Mais on peut pas y croire, parce que c'est tellement dingue que les gens peuvent pas y croire. Mais c'est aussi vrai que ça. Jamais il y avait eu... il y avait eu des thérapies géniques, mais jamais avec des ARN messagers. C'est la première fois que ça s'est fait. Jamais de vaccin, hein, mais de toute façon, il n'y avait même pas eu d'autres genres de thérapie. Donc c'est quand même inimaginable de faire ça. Alors on nous dit, les ARN, de toute façon, ça change rien, parce que c'est juste un intermédiaire. On introduit l'ARN, et puis l'ARN commande la fabrication de la protéine, l'antigène, l'élément qui fait réagir notre corps. Hein, le principe du vaccin, c'est de donner un élément du microbe, et puis notre corps, il réagit contre cet élément du microbe, et après, quand on reçoit le microbe, comme notre corps a été préparé à reconnaître cet élément particulier, il réagit de manière beaucoup plus forte contre le microbe. C'est ça qui se passe normalement. Alors voilà, on se dit juste, bon, on donne l'ARN, et l'ARN va permettre de fabriquer cette protéine contre lequel notre corps va avoir une réponse immunitaire. C'est juste ça en plus. Il n'y a pas de danger, les ARN disparaissent rapidement. Mais non, on n'en sait rien. Les ARN, on ne sait pas s'ils disparaissent si rapidement que ça. Et puis les ARN, de toute façon, c'est pas de l'ADN. Les ARN, c'est un peu, vous savez, notre organisme, il a l'ordinateur central dans chaque cellule, c'est l'ADN. Et puis on fabrique des espèces de clés USB, des informations ponctuelles, les gènes, on les transfère sous forme d'ARN, et ces ARN vont servir à fabriquer des protéines. Donc on dit, c'est pas grave, c'est juste ces clés USB, en plus elles s'auto-détruisent, mais il n'y a pas de risque que ce soit intégré dans notre génome, il n'y a pas de risque en quelque sorte de nous transformer en OGM. C'est ça l'idée, hein, parce qu'un OGM, c'est ça, c'est quand on a un nouveau gène dans notre organisme. Mais premièrement, on ne sait pas combien de temps restent les ARN. Il y a une incertitude malgré tout là-dessus. Deuxièmement, l'organisme humain est capable, comme sont capables certains virus, comme le virus du sida, qui est ce qu'on appelle un rétrovirus, il possède une enzyme particulière qui lui permet de transformer des ARN en ADN, de faire le contraire, si vous voulez, du processus classique. Mais notre organisme est capable aussi, Raoul l'expliquait dans ses conférences, hein, notre organisme est capable de le faire. Donc notre organisme est capable d'intégrer ces ARN pour que nous devenions de véritables organismes génétiquement modifiés. Voilà, la question, elle est là aujourd'hui.
Donc c'est assez terrifiant quand même quand on accumule tout ça. Et puis j'ai même pas abordé tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce vaccin, hein. Voilà, le graphène, on peut quand même avoir quelques doutes. De toute façon, de l'ADN, alors là aussi je reprends ce que dit Raoult, j'ai pas vérifié moi-même ces choses, mais Raoult a expliqué dans une conférence il y a pas longtemps qu'il y avait de l'ADN tout simplement. Alors, il n'y a même pas besoin finalement de passer par l'ARN, il y a des éléments qu'on pouvait très bien peut-être intégrer dans notre organisme et nous transformer en organisme génétiquement modifié en nous filant carrément de l'ADN. Voilà, bon, et puis il y a toutes les histoires des effets secondaires. Alors si je voudrais aborder le problème des effets secondaires pour aller un peu à contre-pied de la résistance sur ces points-là, parce que finalement, on s'écharpe tout le temps avec les gens qui veulent pas comprendre sur des éléments qui, à mon avis, sont des éléments de détail et qui sont discutables. Par exemple, si on leur dit « ouais, mais en fait, il n'y a même pas eu 7 millions de morts parce qu'ils ont gonflé les chiffres », on va convaincre personne. Eux, ils croient qu'au contraire, les chiffres, ils ont peut-être été un peu sous-estimés, qu'en réalité, il y a plutôt 10 ou 12 millions de morts. Mais on s'en fiche que ce soit 7 ou 12 ou 4. C'est du détail. Moi, je vous parle d'éléments d'échelle qui sont 10, 100 ou 1000 fois plus graves que ça, quoi. Donc, faut pas s'écharper sur ça. Et sur les histoires d'effets secondaires, c'est pareil. J'ai envie de dire, évidemment, qu'un vaccin, il a des effets secondaires. La question, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est normal que les gens, si vous leur dites qu'il y a des effets secondaires, et je veux pas dire qu'ils s'en fichent, mais ils disent, bah ouais, et alors, quoi? Bah oui, on sait bien que quoi qu'on fasse, il y a des effets secondaires. Le problème, c'est quel est le degré d'effets secondaires, la gravité, par rapport aux bénéfices qu'on en a reçus. Et tous ces gens qui croient au narratif, ils s'imaginent que le bénéfice est bien plus important que les effets secondaires. Donc, c'est ce genre d'argument entre nous, oui, ça a d'importance, mais en réalité, ça va pas convaincre, je pense, les gens qu'on a en face de nous. C'est pas sur ces arguments-là qu'il faut, mais il faut faire tout ce travail. Et le travail, par exemple, minutieux de comment il s'appelle, Chaillot, pour démontrer tout un tas de choses. Il est très utile, hein. Le diable se cache aussi dans les détails parfois. Mais enfin, quand on a le diable qui nous apparaît de face grand comme ça, eh ben, utilisons cette image réelle du diable plutôt que d'aller chercher. Là, je m'éloigne. Plutôt que d'aller chercher des choses trop complexes. Voilà. Alors. Quelques mots sur les atteintes aux droits de l'homme et des libertés individuelles. Je suis à combien de temps là? Parce que je voudrais pas éterniser ma conf quand même. Bon, je vais y aller assez vite sur ce point. D'abord, c'est toujours un peu piège pour tous les dissidents. C'est comme quand on nous traite de complotistes. C'est un mot qui est inventé par nos adversaires. Alors, dans quelle mesure on peut l'utiliser nous-mêmes? Bon, moi, j'ai fini par accepter de l'utiliser, mais il y a des camarades qui disaient très judicieusement que le problème avec le terme complotiste, c'est que c'est devenu synonyme de parano. Donc, effectivement, le pouvoir, en utilisant ce genre de vocabulaire, il joue contre nous, hein. Le simple fait de dire bah oui, j'admets qu'il y a des complots, c'est pas tout à fait le sens qu'a pris le mot complotiste dans la société. Le mot complotiste, il veut dire parano qui croit qu'il y a des complots partout et est complètement délirant. Donc ça joue contre nous, bien sûr. De même, la notion de droit de l'homme, moi, vous savez, j'ai une formation marxiste, et pour un marxiste, les droits de l'homme, c'est une invention bourgeoise qui est fondée beaucoup sur le droit de la propriété de l'argent pour que les banquiers puissent s'enrichir. Et c'est un peu le droit, vous savez, les droits de l'homme, c'est le renard libre dans le poulailler libre, quoi. Hein. Voilà ce que c'est dans notre société. Donc, c'est une notion que je prends avec des pincettes. Mais cependant, la société bourgeoise, elle a quand même inventé dans nos pays occidentaux, en même temps qu'elle favorise toutes les pires dictatures dans le monde entier à leur service, dans nos pays occidentaux, on nous a donné quelques miettes quand même de démocratie qui sont réelles et qui soudain là ont été balayées pour cause de guerre contre le Covid. Mais d'ailleurs, j'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a 3 déclarations de Macron qui méritent d'être retenues. C'est quand il dit c'est la guerre. Quand il dit le 4 janvier 2022, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés, il faut oser,
parler de cette manière, parce que quand on représente toute la nation, bon, c'est des façons très provocatrices, hein, bien sûr. Et puis, la vaccination est notre arme principale le 12 juillet 2021. Voilà, bon, c'est bien d'avoir aussi, encore une fois, voilà, une chronologie avec les éléments essentiels qui ressortent. Donc, il y a eu mise en place de tout un tas de mesures liberticides. On s'est attaqué à la liberté d'aller et de venir. On s'est attaqué à la liberté de réunion et de manifestation. J'avais noté, hein, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est intéressant de le faire, tous les textes nationaux, internationaux, etc., qui sont remis en cause par ces éléments. Hein. Il faut quand même être armé juridiquement pour s'opposer à nos adversaires. La liberté de culte, hein, et d'ailleurs je m'étonne aussi que là aussi que si peu de catholiques aient réagi face à cette agression quand même pour eux qui est terrible. Et puis je parlerai d'une autre tout à l'heure qui concerne au moment des décès. Le respect de la vie privée, la liberté d'entreprendre, puisque ça a touché y compris ces domaines-là, hein, pour les fermetures d'entreprises, et la notion d'intégrité physique et de consentement. C'est pas mal quand même de voir. Oui. Le secret médical ? Le secret médical, oui, j'ai pas noté. Eh ben oui, le secret médical, bien sûr, qui est aussi remis en cause. Mais bon, on pourrait, je pense même en trouver encore d'autres si on creuse, mais oui, voilà, parmi les plus importants. La notion de consentement quand même, parce que on nous a fait beaucoup de propagande, là aussi, on nous manipule avec des bons sentiments, des choses justes, qui à chaque fois on détourne d'une manière malsaine, mais mon corps, mon choix, oui, mon corps, mon choix, c'est quand même assez sain comme mot d'ordre en soi, si on l'applique de manière satisfaisante. Et là, soudain, mon corps, mon choix, non, c'est tu te vaccines ou tu perds ton boulot, quoi. Et puis perdre son boulot, c'est pas une sanction, comment dire, mineure. Je veux dire, pour certaines personnes, perdre son boulot, c'est plus grave que d'aller en prison, par exemple. Hein. Tu perds ton boulot, tu peux plus nourrir ta famille, quoi. Et en plus, vous savez que les personnes qui, en discutant justement en préparant cette conf, ça m'a aidé aussi à acquérir de nouveaux points plus précis. En fait, ceux qui étaient mis au pas parmi les soignants parce que ils avaient refusé de se faire vacciner, ils ne pouvaient pas postuler à un autre métier. Donc, ils pouvaient vraiment pas subvenir à leurs besoins. C'est monstrueux. Ils ne pouvaient le faire que s'ils démissionnaient eux-mêmes de leur travail pour pouvoir... Mais en attendant, s'ils démissionnaient pas, en étant mis au pas de cette manière-là, ils n'avaient aucun revenu. Franchement, respect pour le courage de ceux qui ont fait ça. Hein, parce que, waouh, franchement... c'est d'une violence. On parle de résistance. Je veux dire, moi, j'ai fait des manifs, j'ai fait des trucs. Je me prends pas pour un résistant parce que le mot résistant, on l'assimile un peu à une période 40-45. Je veux dire, on a un certain nombre d'avoir fait des choses héroïques. Mais ceux qui ont accepté de perdre leur boulot, là, ils sont allés quand même un peu plus loin. Hein, aller en prison ou perdre son boulot pour ses idées, on fait un pas de plus quand même. Hein. Voilà, c'est respect, gloire à eux. Oui, l'égalité devant la loi aussi, bon, enfin, il y a plein de choses. Hein. Finalement, un des éléments qui est tout à fait en notre faveur et qui permet de gagner un certain nombre de procès actuellement et qui va continuer, j'espère, sur cette lancée, c'est un élément très important du droit qui s'appelle le principe de proportionnalité. Hein, voilà, je reviens à cette idée que quand on prend des mesures qui sont 100 fois plus grave que ce qui semble être juste, alors là, même les tribunaux, ils finissent par trouver qu'il y a quelque chose d'anormal. Et je pense que cet élément, d'ailleurs, montre qu'au début de la crise, ils avaient l'intention d'aller très très loin. Parce que ils ont soutenu des choses complètement folles, qu'on ne peut tenir qu'en dictature. Et le fait d'avoir été amené à se dire finalement, on revient dessus, bah par contre, maintenant il faut payer l'addition de tous les points où c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait que le droit occidental ne peut pas le valider. Donc il y a un certain nombre de choses. Il y a quand même des gens qui ont été rétablis dans leurs droits, des gens qui ont retrouvé leur travail et qui ont eu des compensations et des choses comme ça. Et ça,
je pense qu'ils auraient voulu l'éviter en nous maintenant dans un état de dictature. Alors, autre élément aussi juridique intéressant, que là j'ai bien creusé, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est occupé de ça de façon précise. C'est sur les contrats avec les vaccins. Parce que c'est inadmissible ces contrats, 4,6 milliards, non, oui, 4,6 milliards de doses commandées. Ah, alors là, je ne sais plus si c'est juste dans l'Union européenne. 40 milliards d'euros plus 30 milliards d'euros. Oui, voilà, les coûts. Mais là, je parle des doses. Finalement, vous savez qu'ils ont commandé quelque chose comme 3 ou 4 fois plus. Enfin, ça dépend des vaccins, ça dépend des pays, ça dépend de la 10 chose. doses par personne. Alors, ils avaient prévu 10 doses par personne. C'est pour ça que mon chiffre de 4,6 milliards de doses, je pense que ça concerne... Oui, c'est ça. Ça concerne que l'Union européenne. Oui, oui. Donc 4,6 milliards de doses pour l'Union européenne, ce qui correspond à ce que tu dis, 10 doses par personne. Ce qui a coûté déjà 71 milliards pour les 1,5 milliard de doses qui ont effectivement été fournies. Mais comme au final les États et l'Union européenne ont été obligés, malgré toute leur bonne volonté, de ne pas satisfaire les contrats, eh bien, ils ont été obligés d'amener des compensations financières aux groupes pharmaceutiques, même quand les doses n'ont pas été fournies. Et ces compensations financières sont gigantesques. Pour Pfizer, par exemple, le vaccin était considéré avait environ une valeur de 20 €. Eh bien, si le vaccin n'était pas fourni, rupture de contrat, option qui n'est pas prise, l'État payait quand même 10 € par dose non fournie. Donc, ça fait des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour des vaccins qui n'ont même pas été fournis parce que les grands groupes financiers de la pharmacie ont obtenu des conditions incroyables. Et puis vous savez aussi qu'ils ont obtenu des conditions inadmissibles sur leurs responsabilités, le risque étant, en quelque sorte, pour l'essentiel, transféré à l'État. Le seul risque qui était conservé quand même pour les grands groupes financiers, c'est en cas de produits défectueux. Voilà, produit défectueux, ils gardent la responsabilité, mais si le produit est censé être ce qu'il était, même s'il y a les effets secondaires et tout ça, un produit défectueux, ça n'a rien à voir avec les... Enfin, ça n'a rien à voir, ça peut avoir à voir, mais en tout cas, c'est pas la même chose que les effets secondaires. Donc, ils reportent leur responsabilité des effets secondaires sur les États, et ils ramassent des sommes fantastiques. Et pourtant, tout ça n'est qu'une goutte d'eau, enfin c'est pas une goutte d'eau, mais c'est très peu d'argent par rapport aux sommes fantastiques qu'a coûté cette pandémie au monde entier. Bon, j'avais prévu une partie sur les partis politiques, les syndicats, etc., mais je vais la zapper, quoi. Ils ont été presque tous en dessous de tout. Les organisations de droite ou d'extrême droite, entre guillemets, eh ben, quelque part, ils sont comportés un peu en répondant, comment dire, aux accusations qu'on porte comme eux, hein, leur côté un peu facho, ils demandaient encore plus de mesures policières, en quelque sorte. Hein. Les organisations d'extrême gauche, Mélenchon, il voulait nous poursuivre pour nous piquer, quoi. Les syndicats, ils ont fait de la surenchère, hein, ils voulaient encore plus de mesures à chaque fois. Moi, je dois dire qu'à part Philippot et Soral, en quelque sorte, il y a à peu près personne qui a eu une attitude correcte face au couillonavirus, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu les deux exceptions. Pour le reste, toutes les organisations politiques ont plongé dans un truc un peu dingue, quoi. Alors après, ils sont un peu atténués de temps en temps. C'est vrai que Mélenchon à l'Assemblée nationale, il a quand même voté contre le deuxième confinement, des choses comme ça, je crois. Mais bon, voilà, ça a été des éléments ponctuels, quand même, qu'il faut noter. Mais globalement, ils ont été en dessous de tout.
J'en reviens donc à ce point où je voulais faire un espèce de comparaison bénéfice-risque et coût de la pandémie au niveau mondial. Et ça, j'ai vu nulle part quelqu'un qui a fait ce petit travail-là. Donc je vous livre le résultat de mes recherches et c'est parfaitement terrifiant. Les pertes économiques à cause des mesures anti-Covid sont évaluées à l'échelle mondiale à un chiffre qui est entre 10 et 15 000 milliards de dollars. Et encore, si on ajoute à ça les autres éléments, si vous voulez, les autres conséquences, si vous voulez, des mesures qui ont été prises, on arrive plutôt à un chiffre qui est de l'ordre d'environ 20 milliards. Pour la France, c'est de l'ordre de 350 à 700 milliards de coûts. Hein. Donc d'ailleurs, ça correspond approximativement à l'augmentation de notre dette, hein, comme si de rien n'était, là, paf, on se tape 1000 euros de dette supplémentaire. C'est sûr, une dette, tant qu'on la paye pas, on a l'impression qu'on peut continuer d'avoir l'impression d'être riche. Enfin, en fait, on la paye constamment, hein, puisque vous savez que 40% du budget de l'État, c'est soit rembourser le principal de la dette, soit rembourser les intérêts. Quand on additionne le principal et les intérêts, on arrive à près de 40% du budget de l'État. Un petit peu moins, là, ils ont un peu réduit, mais enfin, on est toujours dans ces chiffres-là. Mais enfin, ces 3300 milliards, ils sont pour l'avenir. Donc c'est comme une personne pauvre qui s'endette pour acheter une bagnole de luxe et puis quand il va falloir qu'il paye, il va se retrouver à la rue, quoi, tout simplement. Mais c'est les États qui sont comme ça. Ouais. Et une des conséquences du Covid, ça a été d'aggraver de manière considérable cet élément. Alors, pour être juste, ces 20 000 milliards de coûts, il faut les comparer aux bénéfices supposés des mesures Covid. Moi, je ne crois absolument pas que ces mesures aient pu avoir un bénéfice, mais les pouvoirs publics et les données officielles donnent un bénéfice. Le bénéfice, il est évalué à environ 7 milliards. Donc 20 milliards de coûts, 7 milliards de bénéfices, ça fait un différentiel d'un coût de 13 000 milliards d'euros. Et avec 13 000 milliards d'euros, vous imaginez même pas tout ce qu'on peut faire de fantastique en matière de santé. On peut éradiquer 20 fois la famine dans le monde. Et je ne parle pas d'éradiquer la famine comme ça, genre pour l'année prochaine. Je parle d'un plan sur 20 ans d'éradication de la famine. On pourrait le faire 20 fois. Voilà. C'est des chiffres de cet ordre-là. Et c'est là, encore une fois, que je vous dis, il me semble que si on discute avec des gens qui nous disent « Oui, mais il fallait faire quelque chose » ou je ne sais pas quoi, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on aurait pu avoir à la place de ça des milliers d'hôpitaux, des centaines de milliers de gens formés pour les soins ou éradiquer les famines, etc. quoi. Il y avait 1000 choses plus merveilleuses à faire que tout ça. Bon, je vais arrêter ma conférence pour pas qu'elle s'éternise. Je vous remercie. Je vais passer aux questions si vous voulez. Oui. D'ailleurs, les tests PCR qui ressemblent bizarrement C'est-à-dire qui ressemblent au Covid. Les tests PCR, les cotillons, là, ils ressemblent bizarrement aux mêmes cotillons que la femme a dans les tests de frottis, quoi. Oui, mais ça, après... Ouais, mais oui, on peut se poser la question. On peut se poser la question, si on... Après, il y a beaucoup de cancers d'utérus, enfin, voilà. Oui. Puis sans compter que les gens qui nous dirigent aiment beaucoup les symboles, les provocations, les choses comme ça, donc ça pourrait avoir... Voilà, mais... Oui. Juste une petite information, ce sera vérifié, mais moi j'avais trouvé par rapport à la grippe espagnole des images d'archives. On voit des revues de journaux où les gens portaient des masques, il y avait des slogans wear a mask or go to jail, porte un masque ou va en prison. Donc ils ont déjà fait le Covid 100 ans plus tôt, en fait, en 1918. Et on peut se poser si c'était pas déjà une fausse pandémie à l'époque. Ouais. Alors, deux mots sur
La grippe espagnole, parce que j'ai fait des recherches aussi là-dessus, et j'ai vu une fois un article extrêmement convaincant d'une personne qui parle comment il s'appelle ce médicament, cet antalgique qui fluidifie le sang. L'aspirine, tout simplement. Et alors, les doses d'aspirine qui étaient administrées à cette époque-là à la population étaient complètement dingues et sont considérées aujourd'hui comme étant très dangereuses, très graves. Et ça collerait bien avec le fait que, bizarrement, la grippe espagnole, c'est quand même une maladie qui tue principalement les gens vigoureux, ceux qui sont aux âges intermédiaires, et avec un taux de létalité faible au niveau des jeunes et des vieux. Et il se trouve que le taux d'aspirine qu'on donnait aux jeunes et aux vieux, puisqu'il était proportionnel soit à l'âge, soit au gabarit, était beaucoup moindre. En plus, il y a pas mal de gens qui sont morts de complications d'hémorragie interne. Donc voilà, ça fait un ensemble d'éléments qui font penser que Big Pharma a peut-être joué un rôle décisif déjà à l'époque, grâce à des médicaments qui ont servi à peut-être tuer beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est une polémique, là aussi, hein, c'est même pas complotiste de dire ça. C'est admis que oui, peut-être que effectivement. C'était le début de Rockefeller, hein. Oui, voilà. De toute façon, les militaires, enfin pas les militaires, mais les marchands de canons avaient intérêt à ce qu'il y ait une guerre en 1914, et les marchands de médicaments avaient intérêt à ce qu'il y ait une bonne pandémie derrière pour voilà, et la fin justifie les moyens chez des gens qui sont sans morale. Donc on peut s'attendre à n'importe quoi. Il faut l'envisager très sérieusement. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Rafi, il semblerait, moi j'avais vu qu'un des effets secondaires du vaccin contre la grippe espagnole, tu retrouves infection bactérienne, un truc comme ça, tu retrouves dans la liste des 9 pages de Comirnaty. Oui. Moi je me demande même, j'ai un scoop pour vous les amis, j'ai une théorie du complot. J'ai l'impression que le produit qu'ils ont injecté aux gens en 2021, je me demande si c'est pas le même truc qu'ils ont fait aux gens il y a un siècle. Et Taylor Gates, apparemment, le grand-père ou arrière-grand-père de Bill Gates, conseillait déjà les Rockefeller pour la fausse pandémie de grippe. C'est des familles. Phénoménal, le truc. Je laisse la parole. Jean-François, puis après il y a Eric. Merci Stéphane. Je voudrais apporter une correction sur les militaires. Tous les militaires ont été vaccinés de force. Voilà. Avec quoi? Ben, par ordre du commandement. Peut-être avec des doses avec rien dedans. Non. Je l'ai été. Ouais. On m'a obligé. Ouais. J'ai dit non. J'ai fait un compte rendu. J'ai expliqué. J'ai le compte rendu. Je suis en mesure de le prouver. Et les doses, c'est des doses réelles. J'ai des collègues qui ont des problèmes de santé à vie. Il y a des femmes, elles ont des problèmes au niveau de l'utérus, du vagin. Ouais. La liste, elle est longue comme mon bras. Et c'est pas des effets secondaires. Pour moi, c'est des effets primaires. Ouais. On parle, et là, moi, je sais de quoi je parle. Alors, je suis désolé, vous, Pierre, vous me dites que non. Moi, je sais. Moi, j'ai vécu 24 ans de ma vie sans vaccin. J'affirme rien. On m'a obligé. Mais moi, je le dis. Je l'affirme. On m'a forcé, quand je n'avais pas cette conscience à l'époque, quand j'avais 24 ans, je me suis engagé pour des valeurs, pour défendre des valeurs de la France. Et on m'a fait tout le rattrapage de toute la vie de vaccination. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé dus à ces soi-disant vaccinations. Pour moi, c'est pas des vaccinations. Parce que si on prend l'effet que vous dites, dans le sens où la piqûre de vaccination est là pour aider le corps à se défendre, moi non. Ce que j'ai vécu quand je prends 8 vaccins dans l'heure avec 4 infirmiers autour de moi, je l'ai vécu, c'est un fait. J'ai pas imaginé, je l'ai vécu. 8 vaccins. Une semaine, j'étais un zombie. On a fait de moi ce qu'on voulait. Je m'en plains pas, c'était mon choix volontaire. J'ai assumé. Mais je dis, c'est très dangereux la piqûre.
un choix volontaire, tu sais. Un Ben choix si, parce que quand j'ai volontaire. signé le contrat, j'ai signé un contrat pour mourir pour la France. Voilà, donc j'ai assumé mon contrat. Et je dis ouvertement, quand on est venu avec cette piqûre, j'ai dit c'est maléfique. C'est mon ressenti que j'ai eu, c'est cette vibration que j'ai eue, et j'ai dit non. Et en disant non, on m'a foutu dehors. On m'a fait passer pour malade mental, pour dépressif, et j'ai vécu le harcèlement professionnel, et ensuite on m'a mis dehors. Voilà. Donc, s'il vous plaît, dites des choses justes. Merci. J'ai évoqué un certain nombre d'hypothèses, moi, mais je te crois tout à fait dans ce que tu dis. Ça me fait penser d'ailleurs ta réaction qu'il y a une chose très importante que j'ai pas dite et qui, à mon avis, joue un grand rôle dans cette histoire. Si on peut penser qu'il y a eu une volonté d'abîmer la santé et de diminuer la population mondiale à travers une injection de ce genre, c'est tous les problèmes de stérilité qui sont apparus chez un certain nombre de femmes. Parce que une des manières de baisser la population mondiale, bah voilà, c'est de favoriser la stérilité humaine. Il y a déjà des tendances très fortes qui sont peut-être dus à des problèmes hormonaux, etc. On peut penser à plein de choses différentes, mais il semblerait quand même qu'il y ait énormément de femmes qui aient eu des perturbations de leur cycle sexuel après des injections, et ça pourrait être un des buts majeurs d'une injection malfaisante. Il me semble que qu'on peut envisager. Alors, en témoignage, les assureurs, et ça les gens ne le savaient pas, c'est-à-dire que les assureurs considéraient que les gens vaccinés, Patrick, le micro. les assureurs ont considéré que les gens vaccinés, c'était des gens qui étaient suicidaires. Et leur contrat d'assurance qu'ils avaient pris était caduc. Il y a une assureur, pardon de te couper, il y a un assureur allemand qui avait tiré la sonnette d'alarme, je crois que le type il s'est fait dégager. Un des directeurs d'une assurance allemande, Ouais. il y a 4 ans. Comme ça. Et ça, on l'a caché à tout le monde. Parce que tout le monde est à peu près assuré, au moins sur des aspects de mortalité. Deuxième chose, moi j'ai créé une association à l'époque, Arrêtage, avec Graziella Delaroche. On a suivi et accueilli une centaine de personnes. Et on a des bénévoles au début qui sont venus et qui, pour la plupart, sont intervenus, mais sont partis parce que c'était une mission très dure dans laquelle on n'était pas du tout préparé. Les gens, quand ils venaient nous voir, la première question qu'ils nous posaient, c'est de dire « Je voudrais revenir comme avant ». Eh ben, on n'avait rien pour qu'ils reviennent comme avant. Donc, il y a eu des schémas mentaux où c'était très dur d'intervenir sur les victimes. Victimes qui, en plus, étaient victimes dans le milieu familial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient des symptômes, c'était devenu des pestiférés dans le milieu familial. On ne leur parlait plus. Vous voyez, donc, c'était très difficile de s'occuper des victimes. Complètement oublié, d'ailleurs, par les députés, les sénateurs, toute l'intelligentsia que l'on a en France, hein, avec aussi des maires qui ont joué le jeu d'aller faire picouser leur population, hein, dans des gymnases, etc. Donc, tout a été mis en place pour essayer d'éliminer le maximum de gens. Je propose qu'on s'arrête là, hein, pour qu'on puisse avancer sur les éléments suivants.